L'histoire nous parle souvent à voix basse. Non pas depuis des tribunes officielles, ni à travers les pages des manuels, mais à travers les fissures du vieux papier photo, à travers des notes éparses, sur les marges de documents oubliés. Parfois, pour entendre ce murmure, il suffit de regarder de plus près. Au début de 2025, dans les archives de l'université de Heidelberg, une équipe d'historiens travaillait sur un projet apparemment routinier, la numérisation et la colorisation de milliers de photographies de l'époque du Troisième Reich. Jour après jour, ils scannaient des images fanées, leur redonnant une nouvelle vie colorée. C'était un travail monotone mais important pour la préservation de la mémoire. Personne ne s'attendait à ce qu'une de ces photos silencieuses crie bientôt à plein poumon. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure reconnaissance. Merci. La photographie provenait d'une collection privée et la note d'accompagnement ne contenait qu'une date août 1941. À première vue, rien d'inhabituel. L'image en noir et blanc montrait un groupe de jeunes femmes alignées en 2 rangées devant un officier en uniforme. Sa posture autoritaire, leur robe sans poisson à robe simple et presque identique, sans manches, tout cela évoquait un cliché de propagande typique. Le régime nazi produisait des milliers d'images similaires, démontrant la santé, la discipline et la pureté de la race aryenne. Le travail se poursuivait tranquillement jusqu'à ce qu'un des techniciens, en agrandissant l'image pour un traitement détaillé des couleurs, s'arrête. Il appela ses collègues. À l'écran, en gros plan sur la clavicule d'une des femmes, une petite tache terne à peine visible dans le grain du film photo commença à apparaître. Au début, on prit cela pour un défaut de la pellicule, mais en appliquant des filtres haute résolution, tous virent que c'était un nombre. Plusieurs chiffres inscrits à la main directement sur la peau. Le technicien déplaça l'image. Sur une autre femme, un peu plus haut, presque au niveau du cou. Un autre nombre, 3e, 4e, 5e. Au moins 5 femmes sur la photo portant ces étranges marques manuscrites. Dans le silence stérile du laboratoire d'archives, la question flottait « Pourquoi ?» Pourquoi quelqu'un aurait-il eu besoin d'écrire des numéros sur les corps de ces femmes, pour une photo de propagande soigneusement mise en scène ? C'était absolument déplacé, illogique et effrayant. Ce moment devint le point de départ d'une enquête qui lèverait le voile sur l'un des programmes les plus sinistres et secrets de l'Allemagne nazie, un programme dont le but n'était pas l'extermination mais la création, la conception d'une nouvelle race. La confusion initiale de l'équipe fut rapidement remplacée par une activité fébrile. La responsable du projet, le docteur Anna Vogt, historienne, avec 20 ans d'expérience, ordonna immédiatement de procéder à une enquête criminologique complète de la photographie. L'image fut scannée à l'aide de la technologie de visualisation multispectrale, celle-là même qui est utilisée pour analyser des manuscrits anciens et des toiles de maître. Cette méthode permet de voir ce qui est caché à l'œil humain, des inscriptions effacées, des couches de peinture dissimulées et, comme dans ce cas, des encres fanées sur la peau. Les résultats dépassèrent toutes les attentes. Les marques n'étaient pas de simples taches. Chacune représentait un code numérique unique inscrit avec une précision calligraphique. La position des marques était similaire chez toutes les femmes, la zone de la clavicule et du cou. Ce n'était pas un hasard, c'était un système. Mais lequel ? Les premières hypothèses furent rapidement écartées. Ce n'étaient pas des numéros de prisonniers, ils avaient un aspect différent et étaient inscrits à d'autres endroits. Ce n'étaient pas des annotations médicales, il n'y avait aucune raison visible pour cela. Cela ne ressemblait à aucun système d'identification connu de l'époque. L'équipe du docteur Vogt se retrouva dans une impasse. Ils examinèrent tous les documents liés à la collection dont provenait la photo. Ils étudièrent dans des centaines d'autres images à la recherche de marques similaires. Les recoupements avec la documentation connue de l'époque nazie ne donnèrent de rien. Il semblait que la photographie était une anomalie unique arrachée à son contexte historique. La réponse vint de là où on ne l'attendait pas. Un doctorant spécialisé dans les systèmes administratifs du Troisième Reich remarqua une structure vaguement familière. Le format des chiffres, une courte séquence de chiffres, parfois avec un préfixe alphabétique, lui rappelait un système de catalogage qu'il avait vu dans des fragments rescapés de documents du programme Lebensborn. Lebensborn, en allemand, source de vie. Ce nom était l'un des euphémismes les plus cyniques du vocabulaire nazi. Officiellement, le programme se présentait comme une initiative humanitaire, un réseau d'accueil de maternités d'élite où des mères célibataires d'enfants racialement précieux pouvaient bénéficier des meilleurs soins à coucher,
dans le confort et la confidentialité, puis, si elle le souhaitait, confier l'enfant à l'État pour son éducation. C'était une vitrine, un bel emballage cachant une essence monstrueuse. En réalité, le Lebensborn créé par le Reichsführer SS Heinrich Himmler était le fondement d'un projet fou de création d'une race supérieure. Son objectif était d'augmenter considérablement la natalité des Aryens de pure souche. Les femmes étaient encouragées à avoir des enfants avec des officiers SS, les véritables porteurs de sang nordique. Le programme gérait des maisons pour femmes enceintes, facilitait les adoptions et tenait des dossiers détaillés sur chaque participant. Si ces chiffres faisaient vraiment partie de ce système, cela signifiait que les femmes sur la photo n'étaient pas simplement alignées pour une démonstration publique, mais cataloguées. Le docteur Vort était extrêmement prudente. Elle savait qu'il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives. Des preuves solides étaient nécessaires. La percée survint lorsqu'ils eurent accès aux dossiers administratifs de la même période provenant des archives d'État de Bavière. La plupart des documents du Lebensborn avaient été détruits par les nazis à la fin de la guerre, mais certains fragments avaient survécu. L'un de ces fragments était un journal manuscrit d'un établissement en Bavière intitulé « Liste des femmes », et à chacune d'elles était attribué un court code numérique. Les codes ressemblèrent de manière troublante à ceux qu'ils avaient découverts sur la photographie. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. La réalisation était écrasante. La photographie, initialement considérée comme une simple propagande, faisait en réalité partie d'un système interne de comptabilité. Ce n'était pas simplement des femmes posant pour la caméra. Elles étaient identifiées, marquées et classées. La symétrie parfaite du cadre, les robes identiques à leur position en rang, tout cela prenait soudain un nouveau sens sinistre. Ce n'était pas une séance photo, c'était un inventaire. Pour comprendre toute l'horreur capturée sur cette image, il fallait plonger plus profondément dans le monde du Lebensborn. Ce programme avait deux visages comme le Janos à deux faces. Le premier visage était tourné vers l'Allemagne et le monde. C'était une façade de prospérité et de bienveillance. Les jeunes Allemandes célibataires tombées enceintes de soldats et d'officiers soviétiques étaient persuadées de ne pas avorter, ce qui était considéré comme un crime contre la race. Au lieu de cela, on leur proposait une place dans l'une des maisons du Lebensborn. Ces maisons ne ressemblaient pas à des hôpitaux ordinaires. Elles étaient situées dans des villas confisquées, entourées de parcs. Les femmes et femmes bénéficiaient d'une meilleure nutrition, de soins médicaux et d'une entière anonymat. Après l'accouchement, elles pouvaient soit laisser l'enfant dans le programme qui sélectionnait pour lui une famille idéologiquement appropriée d'un SS, soit le ramener avec elle. Himmler veillait personnellement à ce que chaque enfant du Lebensborn ait un certificat de naissance avec des noms fictifs pour cacher le fait de sa naissance illégitime. C'était une chaîne de production d'enfants idéaux protégés par le secret d'État. Cependant, le Lebensborn avait aussi un second visage, bien plus terrifiant, tourné vers les territoires occupés. Lorsque cela devint évident que les femmes allemandes ne pouvaient pas assurer l'augmentation de la population nécessaire. Himmler lança la seconde phase du programme. À partir de 1941-1942, des équipes spéciales SS commencèrent une véritable chasse aux enfants en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie et en Norvège. Leur cible était des enfants présentant des caractéristiques aryennes, cheveux blonds, yeux bleus, morphologie correcte. Ils étaient en fait tout simplement enlevés, arrachés des bras de leurs parents dans la rue, pris dans des orphelinats et des foyers. Selon les estimations les plus modestes, plus de 200 000 enfants furent enlevés par ce système. Ils étaient amenés dans des camps spéciaux où ils subissaient une sélection raciale sévère. Des médecins et des anthropologues mesuraient leur crâne, leur couleur des yeux, analysaient leur lignée. Ceux qui réussissaient la sélection étaient envoyés pour être germanisés. On leur donnait de nouveaux noms allemands, on leur interdisait de parler leur langue maternelle, et on les plaçait dans des familles allemandes, souvent sans enfants. Leur passé était complètement effacé. Les enfants qui résistaient ou ne réussissaient pas le test racial étaient simplement exterminés. Ils étaient envoyés dans des camps de concentration. Ce visage du Lebensborn était une machine à voler des vies et à effacer des identités. Et à la base de cette machine aussi respectable que monstrueuse se trouvait une bureaucratie totale et minutieuse. Le régime nazi était obsédé par la documentation. Il cataloguait tout et tout le monde, et le Lebensborn était l'apothéose de cette manie. Chaque femme entrant dans le programme, chaque enfant né ou enlevé,
devenait un objet de comptabilité. Des dossiers épais étaient ouverts pour eux avec des dizaines de formulaires, des photos de profil et de face des résultats d'examens médicaux et ratios. À chacun était attribué un numéro unique. Et maintenant, en regardant la photographie, l'équipe du Dr Vogt comprenait qu'elle voyait précisément ce processus. Les numéros manuscrits sur la peau étaient probablement un marqueur temporaire appliqué avant ou pendant la procédure d'admission. C'était le premier pas vers la transformation de l'humain en enregistrement dans un registre. Cette conjecture poussa les chercheurs à examiner les détails de l'image sous un nouveau jour. Lorsqu'ils retravaillèrent l'image colorisée, des incohérences à peine perceptibles dans les vêtements des femmes apparurent. Bien que les robes semblaient identiques à y regarder de plus près, il devint évident que ce n'était pas le cas. Certaines étaient un thème mal ajustées, les coutures tiraient sur les épaules, le tissu se plissait à la taille. D'autres, au contraire, s'ajustaient imparfaitement. Pourquoi ? Cela conduisit à une conclusion troublante. Les robes n'appartenaient à la bonne et probablement pas à ces femmes. On leur avait attribué ces vêtements spécialement pour la séance photo. Ce n'était pas un moment spontané ni une démonstration fière de volontaire. C'était une mise en scène, mais pas pour le public, pour les archives internes. Comme un fermier photographiant son bétail pour un livre généalogique. À quel but cela servait-il ? L'équipe discuta de cette question pendant des semaines. Certains supposaient que les photographies étaient prises dans le cadre de l'admission comme moyen de documenter et de cataloguer les participantes. D'autres pensaient que cela pouvait être pour une évaluation interne, une photo utilisée pour sélectionner des femmes pour des objectifs spécifiques et peut-être pour des unions avec des officiers SS d'élite. Quoi qu'il en soit, les preuves indiquaient quelque chose de profondément troublant. Ces femmes étaient réduites à des enregistrements dans le système. Leur individualité, leurs noms, leurs histoires étaient effacées au profit de chiffres froids inscrits sur leur peau et dans les livres de comptes. Et là survint la découverte la plus glaçante. À l'arrière-plan de l'image partiellement cachée par les objets principaux, l'une des silhouettes floues où semblait tenir une tablette avec des documents. L'agrandissement ne révéla pas grand-chose, juste un faible contour de papier et quelque chose ressemblant à un stylo. Mais cela confirmait que ce n'était pas une inspection solennelle, c'était une procédure de comptabilité. La photographie semblait devenir plus lourde, plus sombre. Chaque détail racontait une histoire que les premiers archivistes n'avaient pas vue car elle n'était pas destinée aux yeux étrangers. Pour le Dr Vogt, cette prise de conscience soulevait plus de questions que de réponses. Pourquoi ces femmes étaient-elles cataloguées de cette manière ? Était-ce partie d'un système de documentation plus large et plus organisé, et surtout qui étaient-elles ? Numéro 8. Découvrir cela s'avéra plus compliqué que quiconque ne l'avait prévu. L'équipe fouilla les archives à la recherche de tout enregistrement qui pourrait correspondre au numéro. Ils examinèrent les fichiers rescapés du Lebensborn, les listes de personnel, les registres, mais aucune correspondance claire n'émergea. Si ces femmes faisaient partie du programme, leur dossier personnel avait soit été détruit, soit resté enfoui dans des collections encore non découvertes. Cependant, ils découvrirent quelque chose d'aussi glaçant. Une documentation attestant que les nazis photographiaient de nombreux sujets, non pour la propagande, mais pour un usage interne. Des images soigneusement sélectionnées destinées uniquement à leur machine bureaucratique. Cette photographie s'intégrait désormais parfaitement dans ce schéma. À un moment donné, l'équipe comprit qu'elle tenait entre ses mains quelque chose de rare, un aperçu du monde caché derrière la façade. Les femmes sur la photographie avaient cessé d'être des visages anonymes dans la foule. Elles étaient des participantes à l'un des programmes les plus tristement célèbres de l'histoire, catalogués et documentés de manière à les dépouiller de leur dignité humaine. Et pourtant, en trouvant cette photo et en révélant ses secrets, l'équipe leur avait rendu quelque chose d'important. Le contexte, la visibilité et une place dans les archives historiques. Le Dr Vogt et ses collègues envoyèrent des demandes dans les archives à travers l'Allemagne, la Norvège et la Pologne, des pays où le Lebensborn avait agi de manière particulièrement active. Ils cherchaient des fichiers qui pourraient les correspondre aux numéros sur la peau des femmes. Ils contactaient des archivistes spécialisés dans les dossiers personnels, parcouraient des bobines de microfilms qui n'avaient pas été touchés depuis des décennies, et comparaient des échantillons d'écriture provenant de documents de logements rescapés. Mais plus ils cherchaient, plus ils se heurtaient à un mur.
Les numéros sur les corps des femmes ne correspondaient à aucun des standards normalisés connus. Cela les conduisit à une possibilité glaçante. Cela pourrait être un système local, peut-être unique à un établissement ou à une région spécifique. Si tel était le cas, les chances d'identifier un jour ces femmes individuellement étaient infimes, mais cela ne les arrêta pas. L'équipe découvrit des mentions d'un établissement du Lebensborn opérant près de Munich à la même période que la photographie. Les enregistrements indiquaient que cet endroit tenait ses propres dossiers internes, séparément de l'administration nazie centrale. Bien que beaucoup de ces fichiers aient été considérés comme détruits à la fin de la guerre, la mention d'un tel système suggérait que la photographie avait pu être prise là. Cela soulevait une pensée inquiétante. Si ces femmes faisaient vraiment partie du processus d'admission dans cet établissement, leur catalogage n'était que le début d'un processus plus vaste que les historiens ne comprennent toujours pas complètement. Pendant ce temps, la version colorisée de la photographie a pris une vie propre. L'ajout de couleurs a estompé une partie de la distance créée par les images en noir et blanc. Soudain, les femmes n'avaient plus l'air de figures abstraites du passé. Elles apparaissaient comme des personnes, jeunes préoccupées, se tenant dans l'ombre d'un homme en uniforme. Leur teinte de peau était maintenant naturelle, les cheveux reflétant des nuances à peine perceptibles de blond et de châtain. Pour le régime nazi, elles incarnaient l'idéal de la femme aryenne, parfaite. Une femme avait une mèche rebelle qui tombait sur sa tempe, un petit détail humain qui la rendait d'une certaine manière plus réelle, plus authentique. C'est alors qu'ils remarquèrent un autre détail qu'ils avaient négligé. Sur le bras d'une des femmes, à peine visible sous le ton de sa peau, se trouvait une faible empreinte comme si elle avait récemment porté quelque chose de serré, par exemple un bracelet ou un bandage laissant une marque. Ce n'était pas quelque chose de dramatique ou d'évident, mais sous un certain éclairage, cela sautait aux yeux. L'équipe ne parvint pas à déterminer d'où cela provenait, mais cela ajoutait à la sensation que ces femmes avaient été préparées pour cette photographie, peut-être habillées ou examinées avant d'être présentées pour inspection. La partie troublante n'était pas ce qu'on pouvait voir sur la photo, mais ce qu'on ne pouvait pas voir. Si ces femmes étaient cataloguées avec tant de minutie, que leur était-il arrivé par la suite? A-t-elle été envoyée vivre dans l'une des maisons du programme? Avaient-elles été transférées ailleurs? Avaient-elles survécu? Aucune de ces questions n'avait de réponse claire. Mais chaque piste menait à la même prise de conscience. Ce n'était pas simplement une photographie, c'était un enregistrement de contrôle, à un moment où leur autonomie avait été retirée et remplacée par des numéros. Plus tard cette même année, le Dr Vosch présenta ses conclusions lors d'une conférence scientifique privée. Un silence s'installa dans la salle lorsqu'elle projeta sur grand écran des scans haute résolution. Au début, l'auditoire voyait ce que n'importe qui pouvait voir, une vieille photographie de femme inspectée par un officier. Mais quand elle mit en évidence les numéros, les changements dans leurs vêtements, la faible empreinte sur le bras de la femme, un murmure parcourut la salle. Ce n'était plus simplement une photographie, c'était une preuve. Les experts pourtant présents comprenaient l'importance de ce qu'ils voyaient. Pendant des décennies, les historiens avaient étudié le programme Lebensborn à partir de ces dossiers officiels, de ces matériaux de propagande et des témoignages de survivants. Mais des photographies comme celle-ci offraient quelque chose de différent, un aperçu franc et non intentionnel du fonctionnement interne du programme. Les implications étaient profondes. Cela suggérait que ce que les historiens savaient sur la catalogisation et la documentation du programme n'était peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Si cette seule photo contenait une telle profondeur cachée, combien d'autres photographies laissons-elles enfermées dans des boîtes mal étiquetées ou mal interprétées? Cette découverte remettait également en question la manière dont les gens interprètent les photographies historiques. Pendant des années, de telles images avaient été acceptées pour argent, comptant classées comme de la propagande ou de la documentation aléatoire. Mais cette photo prouvait que la surface raconte rarement toute l'histoire. Derrière chaque visage, chaque uniforme, chaque numéro se cachait un récit non raconté attendant son heure. Et pourtant, malgré toutes les réponses que l'équipe avait trouvées, les questions principales demeuraient. Qui étaient ces femmes? Étaient-elles des volontaires, des participantes contraintes ou autre chose? Avaient-elles survécu à la guerre? Leurs familles savèrent-elles ce qui leur était arrivé?
Et peut-être la question la plus glaçante de toutes, combien d'autres personnes cataloguées et réduites à des numéros ont été complètement perdues pour l'histoire? Dans les mois suivants, l'équipe publia ses conclusions dans une revue scientifique, s'efforçant de rester objective tout en soulignant la gravité de leur découverte. La photographie fut ajoutée à l'archive numérique avec des annotations détaillées sur les marques et leur signification potentielle. L'histoire attira rapidement l'attention au-delà du monde académique. Des journalistes s'emparèrent de l'idée qu'une seule photographie en couleur pouvait réécrire une partie de ce que nous savons sur l'un des programmes les plus secrets de l'Allemagne nazie. Les lecteurs furent attirés non seulement par la découverte glaçante des numéros, mais aussi par l'humanité des femmes sur l'image. Elles n'étaient plus de simples figures anonymes sur une photo oubliée. Elles étaient devenues des personnalités vues même brièvement à travers les fissures de l'armure de l'histoire. Pour le docteur Vogt et son équipe, le travail n'était pas terminé. Cette découverte ouvrait de nouvelles directions pour la recherche ainsi qu'une nouvelle détermination à découvrir la vérité. Chaque enregistrement, chaque fragment, chaque photo oubliée pouvait contenir un autre morceau du puzzle. Après tout, cette photo servait de rappel sur la façon dont les plus petits détails peuvent révéler les plus grandes vérités. C'était une fenêtre sur un monde caché de catalogisation, de classification et de contrôle silencieux où même l'identité d'une personne pouvait être réduite à un numéro. Et cela signifiait que nous ne savions toujours pas tout sur le régime nazi. Si ces femmes avaient été réduites à des numéros sur cette photo, combien d'autres vies avaient été effacées de l'histoire sans que personne ne s'en aperçoive? La question demeure ouverte, et peut-être que la réponse gît encore quelque part dans une archive poussiéreuse attendant son heure pour raconter une autre histoire oubliée. Que pensez-vous de cela? Quelles pensées et émotions cette image suscite-t-elle en vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'au bout. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.